Rebonjour à toutes et à tous, David Barrault, rédacteur en chef aux Échos. Ravi de vous accueillir pour un nouvel invité de ce 4e édition de Médias en scène. J'accueille maintenant Gene Van High, qui est un des cofondeurs de Axios. I'm going to switch to English now because I have the pleasure to introduce and welcome Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Jim, qui est un des cofondateurs d'Axios, qui est une organisation média américaine. C'est plus qu'un simple site Internet ou quelques newsletters. Il s'agit d'une société qui a été créée en 2016, plus de 14 millions de dollars de levée de fonds. C'est une entreprise qui rencontre un grand succès dans le monde des médias. Vous-même, Jim, avez été journaliste pendant toute votre carrière. Vous avez travaillé pour plusieurs journaux, le Washington Post. Vous avez couvert la politique à Washington et vous êtes un des cofondateurs de Politico en 2006. Politico est également une des organisations médias les plus importantes actuellement et qui a été rachetée récemment par une entreprise européenne. Alors nous sommes ici aujourd'hui pour parler d'Axios. Je vais vous laisser bien sûr la parole pour que vous nous expliquiez de quoi il s'agit. J'ai lu votre mission statement qui dit « Axios vous rend plus intelligent, plus rapide sur ce qui compte ». Et l'idée vraiment est de chercher à réinventer la façon dont l'information est livrée, rédigée également. Un des mots que vous utilisez, c'est « smart » et « bref ». Donc, et vous avez actuellement environ 150 journalistes. Alors, je vous laisse la parole. Racontez-nous Axios et pourquoi pensez-vous qu'elle réussit comme ça? Tout d'abord, merci de m'accueillir dans le cadre de cet événement sur les médias. Axios, c'est une entreprise de médias américaine, même si nous travaillons partout dans le monde. Et l'idée, c'est qu'après avoir fait Politico, qui est évidemment plus centré sur la politique à Washington, il y a 5 ans, nous nous sommes dit, bon, si le consommateur moyen d'information doit en savoir plus sur d'autres affaires, les affaires internationales, le changement climatique, la puissance de la Chine, mais pour comprendre tout ça, il faut comprendre également les virus, la santé, l'énergie, en plus de la politique et de l'économie. Donc nous-mêmes, nous tous, en tant que consommateurs d'informations, devons en savoir plus dans de nombreux domaines. Donc, la solution pour nous, c'était smart et bref. Donc, smart, il faut que ce soit évidemment un sujet important. Il faut avoir des experts qui peuvent raconter les histoires et orienter le lecteur. Et puis, bref, qui apporte un élément d'efficacité à la consommation d'informations. Les articles sont souvent de la même longueur, mais si vous regardez par exemple les habitudes consommatrices des consommateurs, les gens passent de moins en moins de temps à lire chaque article, chaque histoire. Alors comment organiser les contenus pour qu'ils correspondent au moment du consommateur, ce que le consommateur souhaite consommer. Et donc, nous avons un titre, évidemment, qui frappe très fort. En dessous, l'information principale, dans ce qu'on appelle le chapeau, c'est-à-dire pourquoi ça compte, créer un contexte pour que les gens voient pourquoi cette nouvelle info, cette nouvelle citation est importante pour comprendre un contexte plus large. Alors, d'ici, j'ai beaucoup travaillé sur la couverture politique, la tech aux États-Unis, les affaires internationales, la Chine particulièrement, et nous venons de lancer des
des branches locales dans une quinzaine de villes avec un journalisme de qualité. Certains diraient que vous essayez d'informer les gens à la mode Twitter. Est-ce que vous n'êtes pas trop bref, justement, pour pouvoir approfondir? Non, pas vraiment, puisque l'idée, c'est d'essayer de livrer l'information la plus essentielle sur l'écran d'un iPhone ou d'un téléphone Android, mais de donner à l'utilisateur le choix d'approfondir. Et quand on approfondit, c'est là qu'on peut avancer, voir si on veut vraiment creuser une histoire. Et si on regarde les données de Facebook, du New York Times, d'Axios, de NPR, la plupart des gens laissent tomber la lecture beaucoup plus tôt que nous, journalistes, on l'anticipe. Donc on essaie de mettre autant d'informations importantes que possible dans un espace réduit et on propose ensuite au lecteur d'approfondir. Et donc chaque mot, chaque paragraphe ensuite vaudra le sacrifice de son temps. Évidemment, à l'époque des journaux, il fallait remplir un certain nombre de pages, de colonnes et de centimètres carrés de papier, mais l'idée était aussi de voir les choses un peu comme Amazon, par exemple, quand Amazon essaie de vendre une paire de chaussures. L'obsession, c'est qu'est-ce que l'utilisateur nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il veut? Quels sont ses besoins? Et il faut donc construire de façon intuitive et agréable autour de cela. Les entreprises sur Internet, les médias sur Internet raisonnent de façon journalistique, mais ne passent pas trop de temps à essayer de prendre en compte les besoins du lecteur. Et pour réussir, surtout à notre époque, où l'information provient de toutes parts, il faut vraiment travailler là-dessus. Est-ce que vous essayez aussi de produire énormément d'articles parce qu'ils sont brefs? Et est-ce que vous n'êtes pas en train de contribuer à l'obésité de l'information? Ou alors est-ce que vous cherchez à ne pas bombarder vos utilisateurs, mais plutôt de choisir les infos? Je dirais plutôt votre deuxième proposition. La plupart des gens sont trop occupés pour faire le tri de ce qui est important, de ce qui ne l'est pas. Et donc nous travaillons avec des journalistes extrêmement professionnels et ce sont eux qui font ce filtrage. Donc on essaie de vous en donner moins plutôt que plus. Je ne pense pas que le lecteur ait besoin d'être bombardé de masse d'informations. Ils veulent simplement savoir ce qui est important et pourquoi c'est important, et ils voudraient qu'on leur explique un peu le contexte. Est-ce que ça a un effet sur mon existence, sur mon travail? Est-ce que ça peut m'aider à prendre de meilleures décisions? Est-ce que vous distribuez tout sous un format de newsletter ou est-ce qu'il faut aller sur le site Internet? Est-ce que c'est un modèle push ou un modèle pull? Est-ce qu'il faut que les gens viennent sur votre site? On est assez push puisqu'on a 2 millions d'abonnés à notre newsletter. On en envoie 5 millions par jour, mais on a aussi le site Internet, on a une appli. Mais la plupart des professionnels qui sont très occupés préfèrent la version push. Ils n'ont pas forcément le temps d'aller faire une recherche sur Internet ou d'ouvrir des applications. Donc, pour les professionnels occupés, cette tactique push est la plus efficace. Pour en revenir à votre business model, comment avez-vous pu réussir? Comment avez-vous monté cette entreprise? Et comment pouvez-vous gagner de l'argent à long terme pour survivre? Alors j'aime bien faire cette blague, ce n'est pas vraiment une blague, mais donc je suis à la fois journaliste et je suis un terrible capitaliste. On ne fait pas des choses si on ne pense pas qu'on peut gagner de l'argent. Il faut que les entreprises soient durables et il faut donc qu'elles fassent très attention aux aspects économiques. L'ensemble de nos revenus au début provenaient de la pub, une pub qui est vraiment orienté pour l'écran d'un smartphone. La plupart de nos clients sont de grandes entreprises ou de grandes organisations qui font de la pub pour des décideurs économiques ou politiques. Et donc, ils cherchent vraiment à parler aussi du bien qu'ils font dans l'environnement ou pour les populations locales ou les questions qui comptent pour eux. Donc,
On est une entreprise qui n'est pas cotée, mais en gros, tous les ans, nous avons été à l'équilibre, voire nous avons gagné de l'argent. Donc maintenant, nous sommes en train d'avancer vers une sorte de journalisme de niche avec des produits payants sur différentes communautés. On va travailler, on a des émissions, on a une émission sur HBO, il y en aura d'autres d'ici la fin de l'année sur d'autres plateformes. Donc l'idée, je crois qu'on est tous au courant bien sûr, on cherche à diversifier les sources de revenus pour ne pas compter seulement sur la pub ou seulement sur les abonnements. Et je pense que la bonne nouvelle pour le monde des médias, c'est qu'il y a eu beaucoup d'entreprises, de mauvaises entreprises au début de l'ère numérique, mauvaises entreprises de médias sans modèle économique. Et là, je pense que les entreprises de médias commencent à mieux comprendre, et les investisseurs, les marchés comprennent que les entreprises qui livrent un contenu de confiance bien fait peuvent réussir, surtout aujourd'hui où l'information de confiance est probablement ce qui fait vraiment la différence. Est-ce que vous nous parlez un peu de vos initiatives locales? Je sais qu'il y a quelques années, il y a eu la plupart des journaux locaux fermaient. Les grandes villes avaient toutes deux journaux. Après, il n'y a eu plus qu'un seul journal. Et il y a plein de villes où les journaux locaux, la presse locale a complètement disparu. Et ça remettait en cause la démocratie au niveau local. Quelle est votre approche à vous, à l'information locale? Et comment est-ce que ça peut marcher financièrement et en termes de lectorat? Oui, ce sont deux aspects très importants. Il faut avoir évidemment un lectorat important pour pouvoir être rentable. Alors ce que nous faisons, c'est que nous profitons de ce moment, en quelque sorte, puisque la technologie et les newsletters permettent une distribution relativement gratuite. Technologiquement, c'est gratuit. Imprimer un journal papier, ça exige beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'argent. Maintenant, les gens sont habitués au télétravail, donc vous n'avez plus besoin d'avoir des bureaux dans chacune de ces villes. Donc, nous investissons dans les journalistes. Nous avons 2 ou 3 journalistes par ville qui rédigent une newsletter quotidienne. Donc on produit du contenu, il s'agit de voir ce qui se passe dans le monde économique, dans le monde politique ou le monde culturel, et les résultats sont assez prometteurs puisque les coûts sont relativement restreints et l'ensemble de ces coûts sont consacrés aux journalistes eux-mêmes parce que le format newsletter, l'expérience utilisateur est de très grande qualité et donc on pense que ça peut marcher. Et si on y arrive, et je pense qu'on est en train d'y arriver, eh bien on pourrait peut-être couvrir des centaines de villes dans les années à venir et peut-être même partout dans le monde parce que c'est un modèle qui peut être étendu. Donc on crée un modèle qui peut marcher à l'époque du numérique et comme vous le disiez, aux États-Unis, les journaux locaux sont en voie de disparition dans la plupart des villes. Et je pense que là, c'est probablement le modèle le plus durable qui existe. Nous avons étudié un peu, évidemment, l'espace de la presse locale, qui est peut-être plus compliqué que la presse nationale. Mais si vous regardez les États-Unis, vous avez Washington, qui est sans doute un endroit un peu dingue. Donc, les choses se passent plutôt dans les villes ou dans les États. Et quand on pense aux nouvelles technologies, qui nous apportent beaucoup de plaisir, mais qui font peur parfois, les drones, la 5G, les véhicules autonomes, les technologies autonomes, tout ça va se dérouler dans les villes avant de devenir un problème national, puisque la technologie et l'infrastructure qu'il va falloir pour alimenter toutes ces technologies qui vont bientôt dominer notre quotidien. Vous avez parlé d'une expansion globale. Est-ce que vous avez déjà des projets ou est-ce que vous pouvez commencer peut-être au Royaume-Uni parce que c'est la même langue? Quels sont vos projets d'expansion internationale? Là, ça fait 4 ans qu'on a commencé et donc c'est plus le marché américain qui nous intéresse. Donc on va vraiment essayer de maîtriser le marché américain avant de passer ailleurs. Mais je pense que dans les 4 à 6 ans à venir, on pourrait peut-être partir à l'international. Évidemment, le plus logique, ce serait sans doute
des endroits où il y a des populations anglophones, puisque c'est plus facile pour pouvoir transférer les contenus, mais je pense qu'au fil du temps, en fait, quand on est un professionnel dans n'importe quel pays, on a besoin d'informations de qualité pour comprendre le secteur économique, pour comprendre les problèmes du monde. Nous, notre cœur de cible, c'est vraiment le pro intelligent qui cherche des informations de confiance au quotidien. C'est peut-être un peu différent quand on produit des choses de divertissement ou des contenus, ou un contenu viral. Il y a d'autres entreprises qui font ça, mais nous, c'est pas ça notre métier. Il y a beaucoup de gens dans les médias qui pensent que l'avenir, c'est aussi dans l'image, dans la vidéo. Et vous avez parlé du partenariat avec HBO. Est-ce que vous êtes actif dans l'image, dans la vidéo? Est-ce que vous pensez que c'est un modèle pour vous? Il y a une entreprise en France qui s'appelle Brut, qui marche très bien. Est-ce que vous comptez rester orienté texte? Je regarde peut-être la vidéo différemment. Bon, est-ce qu'on produit peut-être des vidéos d'information pour les diffuser de façon conventionnelle? Moi, je trouve que du point de vue business, c'est pas une très bonne idée parce qu'il n'y a pas vraiment de demande pour de la vidéo de haute qualité produite par des entreprises qui ne sont pas des télés. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une très forte demande des grandes plateformes pour des contenus de haute qualité dans l'info, dans le divertissement ou dans le documentaire. Donc, la propriété intellectuelle, la qualité intellectuelle, c'est souvent l'accès à l'information, les qualités rédactionnelles et comment est-ce qu'on peut traduire cela à l'écran. Alors peut-être qu'il peut y avoir, on peut travailler avec Netflix, avec d'autres, on travaille actuellement avec HBO et ça peut être un modèle très lucratif et avec des possibilités de développement. Donc là, il y a une grosse part de notre portefeuille, mais on le voit peut-être différemment. Donc vous avez une marque, vous avez de l'expertise et vous pouvez vous en servir pour créer de nouveaux contenus, c'est ce que vous dites? Oui, c'est cela. Peut-être quelques mots sur l'état des médias aux États-Unis. Vous avez démenti beaucoup d'experts quand vous avez lancé Politico en 2006. Les gens, je ne me souviens plus exactement de la réaction, mais les gens étaient pour le moins sceptiques. Les médias étaient déjà en crise à l'époque. Alors comment jugez-vous vos pairs dans le secteur? Est-ce que vous pensez qu'ils ont été trop prudents, pas assez innovants? Est-ce que vous pensez qu'ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes? À votre avis, quelle est votre vision de la réaction du secteur à cette espèce de tsunami de la transformation numérique? Écoutez, en gros, ça fait 15 ans que la transformation numérique a commencé. Et quand vous avez une disruption dans quelque secteur que ce soit, ça prend souvent des années pour que les gens comprennent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc moi, je ne juge pas les entreprises de médias qui ont innové et qui ont échoué parce que les échecs des autres nous ont appris beaucoup de choses. Moi, je n'ai jamais fait partie de ceux qui ne pensent pas qu'on puisse créer du journalisme digitally native qui puisse fonctionner. C'est ce qu'on cherche à faire chez Axios, donc c'est possible. Mais d'une façon plus générale, je dirais que les médias aujourd'hui comprennent beaucoup mieux qu'il faut qu'il faut associer du journalisme de qualité avec un business model de qualité. Donc on voit des entreprises innovantes qui produisent de l'information de qualité. Politico marche très bien, est encore en croissance à l'international. L'info ici aux États-Unis fait un boulot formidable, même derrière un paywall, et ça fonctionne. Ici, il y a une publication qui s'appelle Punchbowl, qui est une petite publication et qui parle de ce qui se passe dans le petit monde politique de Washington. Et c'est un modèle de journalisme de qualité qui a un excellent business model. Le Wall Street Journal, le Washington Post ont tous travaillé de façon formidable. Ils ont évidemment eu du mal initialement à s'adapter à la révolution digitale. Mais maintenant, ils ont des fondations solides. Donc,
Ça exige énormément de travail, mais il faut comprendre le journalisme, il faut comprendre le business, mais il faut aussi comprendre les produits, le consommateur. Mais on vit une époque passionnante dans le monde des médias. Moi, je n'ai jamais été un oiseau de malheur. J'ai toujours su que cette transition du digital serait compliquée. Mais il y a 7 milliards d'êtres humains qui ont besoin d'informations de qualité parce que le monde qui les entoure les intéresse, leur environnement de travail les intéresse, leur communauté les intéresse. Et si vous pouvez produire du journalisme de qualité et digne de confiance et divertissant, vous pouvez créer des sociétés formidables. C'est vrai aux États-Unis et c'est vrai partout ailleurs dans le monde. Et ce qui est formidable, c'est que pour rentrer dans le jeu, il n'y a pas besoin d'énormément d'argent. Donc si vous êtes entrepreneur, allez-y, foncez maintenant. Parce que la technologie n'est certes pas gratuite, mais elle est quasiment gratuite. Vous pouvez acheter un logiciel pour faire tourner un site Internet ou une entreprise de médias internationale. Et ça ne coûte vraiment pas très cher. Et maintenant, les gens, évidemment, n'ont pas besoin de travailler au bureau. Donc, vous pouvez utiliser vos coûts d'infrastructure, vous pouvez les réduire, vos coûts d'infrastructure, au minimum et consacrer vos investissements dans le journalisme de qualité. Donc, je pense que c'est le bon moment pour rentrer dans ce domaine. Le monde a besoin d'informations, de bonnes infos. On le voit aux États-Unis, on le voit en Europe. Il y a énormément de gens qui se renferment dans leur petite bulle, qui n'ont plus confiance. Eh bien, faites partie de la solution, faites partie de ceux qui essaient d'apporter aux gens un contenu digne de confiance et de qualité et qui leur parle. Là, peut-être que ça me donne un bon point pour faire une transition. Vous avez l'air d'être plus optimiste pour l'avenir des médias, pour ceux qui ont appris les leçons et qui commencent maintenant à voir la lumière au bout du tunnel. Mais en même temps, je ne sais pas si c'est pareil aux États-Unis, en même temps, on parle beaucoup de l'impact négatif de la diffusion de l'information à travers différentes plateformes, l'émergence des fake news. Mais en tant que citoyen, vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou est-ce que vous pensez que le monde des médias pourra trouver des solutions pour répondre à ces menaces ? Inquiété, je pense que c'est encore un peu faible. Je dirais plutôt effrayé. On le voit dans des élections à l'étranger, on le voit avec les vaccins, on le voit avec la politique ici aux États-Unis. C'est très très facile de tromper un très grand nombre de gens avec des nouvelles fausses ou quasi fausses. Ça ne coûte pas très cher, on peut utiliser des plateformes qui ont un pouvoir de diffusion tel qu'il n'a jamais existé avant dans le monde. Et je dirais que ces plateformes font à la marge des choses pour essayer de combattre les fake news, la manipulation. Mais si vous mettez à disposition des gens ces outils, les gens les manipulent à grande échelle pour diffuser des idées fausses ou des idées partisanes. Et je trouve ça regrettable que des gens normalement intelligents souvent ne font plus confiance dans les médias. La confiance dans les médias est descendue à 20% aux États-Unis. Donc, il y a des problèmes extrêmement compliqués à résoudre dans le monde. Pensez au réchauffement climatique ou un virus qui peut mettre toutes les économies du monde à l'arrêt. Pensez aux drones, à la 5G, à l'intelligence artificielle. Ce sont vraiment des sujets complexes qui avancent très vite et qui exigent des connaissances pour que les gens puissent trouver une sorte de consensus sur leur création et sur leur réglementation. Et là, on vit dans une époque extrêmement polarisée et les gens ont un problème avec les faits quand ils ne correspondent pas à la réalité dont ils rêvent. Et le système peut s'écrouler si on ne gère pas ça correctement. Mais moi, personnellement, je pense qu'il s'agit de technologies encore très jeunes. Nous avons créé 2 entreprises depuis la création de l'iPhone. En gros, on a lancé Politico, l'iPhone est arrivé, et puis ensuite il y a eu la prolifération de Google, de Facebook, etc. C'est un phénomène relativement récent.
Et ici, aux États-Unis et ailleurs, les gens commencent à comprendre les dégâts qui peuvent être faits s'il n'y a pas de garde-fou, de réglementation sur ces plateformes. Alors la question, c'est est-ce qu'on avance assez vite? Est-ce qu'on le fait assez intelligemment pour pouvoir profiter des bienfaits de cette technologie et pas simplement de la Jim, thank you manipulation de very masse much for qu'elle those permet. fascinating Merci beaucoup examples pour of ces exemples successful fascinants company in the d'entreprises media industry, which is médias qui a peuvent pleasure to réussir. Ça see. fait toujours plaisir à I voir. hope that you can inspire also people J'espère to que invest in vous in inspirerez quality journalism. les Thank you gens very à much for investir taking dans un some time journalisme de for sharing qualité. Merci your beaucoup views. d'avoir partagé vos Thank you, idées avec Jim. nous. Merci Jim. Merci. And stay tuned for the next Et edition of surtout the restez en next ligne pour session la of prochaine Média en session. scène. Restez en connecté. Média en scène continue tout de suite.